Bonjour le Club des Papas, édition numéro 2 de l'interview des papas. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un ami à moi qui s'appelle Pierre. Pierre, si tu veux te présenter à nos papas. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre, donc j'habite ici à Rabat, au Maroc, depuis 6 mois à peu près, et je suis papa de 2 enfants. Il y en a un qui a 9 ans, bientôt 10, et l'autre qui a 6 ans. Voilà, et je suis père au foyer, Père au foyer. donc en première ligne de l'éducation des 2 trolls. D'accord, donc c'est toi qui t'occupes finalement de tout ce qui est partie scolaire, tout ce qui est partie Ouais, intendance, voilà, ouais. l'école, tout Ouais, ça. ouais. Ma femme, elle est bien occupée avec son travail. D'accord. Donc, effectivement, quasiment depuis leur naissance, je suis en première ligne. Ok. Donc, tu passes plus de temps avec eux, tu peux prendre plus de temps pour les chouchouter. Comment ça se passe? Ouais, pour les chouchouter, pour les fesser, pour les baigner, pour les changer, pour leur expliquer la vie. Voilà. Ouais, tiens, bah, ça tombe bien. Quel type de père tu es alors finalement? Quel type de Un père père tu es? omniprésent, Tout le temps, le papa poule à fond, abusif. abusé. Il abuse tout le temps de ses Non, enfants. en fait, tu vois, j'ai 52 ans, mes enfants sont assez jeunes, j'ai pris le temps de me décider, Oui, et on va dire que j'en ai déduit que le mieux c'était de leur laisser le champ, de les laisser se construire eux-mêmes, et moi je suis là pour les aider quand c'est nécessaire. d'accord. Donc je suis le contraire absolu, je pense, du papa intrusif ou du papa poule. C'est pour ça que je faisais la blague. C'est la méthode Pierre alors qui est. Ouais. Alors je sais pas si c'est une méthode, mais c'est un truc instinctif, naturel. Voilà, je les encourage à l'autonomie au maximum, Mhm. dans Alors tout ce qui est possible. comment tu les encourages à l'autonomie? Au niveau pratique, c'est clair, quand ils me demandent de les aider à faire quelque chose, je leur dis, essaye encore, et puis si tu as encore un problème, tu me demandes. D'accord. Donc ça peut être pour tout, hein, pour plier leur t-shirt, pour emboîter de Playmobil. Tu leur montres d'abord comment on fait ou tu les laisses essayer? Je leur dis d'abord d'essayer, et puis D'accord. s'ils ont un problème, après je leur montre, et puis je leur dis, je m'assure qu'ils sauront le faire la prochaine fois. Mhm. Ouais, c'est une façon de faire intéressante, hein. Écoute, moi je trouve que toutes les méthodes sont intéressantes. Et après, bon, ça c'est au niveau purement pratique, au niveau plus pédagogique, voire au niveau des idées, de la guidance et tout ça, j'essaie de les mettre sur la voie, et ce qui n'empêche pas que je donne aussi mon exemple d'une manière tout à fait claire, quoi. Mais je leur dis, voilà les éléments qui te permettent de réfléchir, d'aller vers ta conclusion, quoi, vers ta solution. Donc tu leur donnes les ingrédients pour faire le gâteau, Ouais, ils voilà, se débrouillent voilà, pour faire le gâteau. voilà, c'est ça. Hein, contrairement à d'autres Mais parents. après je m'ôte pas le droit de leur dire si je trouve le gâteau bon ou pas, hein. D'accord. Tu donnes ton avis quand même Euh, je, voilà, je veux pas trop faire mon judgmental, Mhm. mais je leur dirai clairement ce que moi je suis, et quelle est mon appréciation des choses. D'accord. Et toi, tu as une éducation comment? Ils étaient comment avec toi, tes parents? Alors mes parents étaient très distants, on va dire. Surtout mon père, j'ai pas eu vraiment de relation, j'ai pas eu de relation proche avec mon père du tout. Mhm. Euh, voilà, donc du coup, je n'ai pas l'exemple paternel. D'accord. J'ai le contre-exemple paternel qui m'oriente aussi Oui, bah oui, on fait dans ce que je dois pas on faire. fait ce qu'on va faire. Mais, voilà, ça fait aussi partie de. Peut-être que ça explique aussi le fait que j'ai cette distance pédagogique dans cette incitation constante à l'autonomie, parce que moi j'ai pas eu de père qui m'expliquait quoi faire, ou voilà.
C'est plus ta mère qui s'occupait de toi? Ouais. Encore d'une manière assez distante, mais je me suis quand même pas mal fait tout seul. D'accord, ouais, c'est bien. Un self-made kid. Ouais. Et tu veux que tes enfants, ils aient un petit peu aussi. Non, tu es là quand même en support. Hein. J'ai bien compris que tu étais là. Absolument. Ouais, en support aussi bien affectif que pédagogique, beaucoup plus que ce que j'ai reçu moi. Mais après, ouais, c'est à la fois une démarche naturelle et quelque chose d'assez réfléchi finalement, où je me dis c'est mieux pour eux. Bien sûr. Je peux leur expliquer qui je suis. J'attends pas qu'ils apprécient. Ils peuvent. Les enfants sont pas obligés d'aimer leurs parents. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Les parents sont obligés d'aimer doivent aimer leurs enfants. La nature faisant ainsi les choses, normalement, mais on n'attend pas forcément de retour des enfants. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est une façon différente, on va dire, on les chouchoute peut-être un peu trop. Je pense que les chouchouter trop, ça les fait pas grandir, ça les aide pas beaucoup, et c'est vrai que cette autonomie que tu leur donnes leur permet sûrement d'avancer plus vite et d'être peut-être plus grand que leur âge, ou est-ce qu'ils font des choses que des enfants de 9 ans et 6 ans? Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que cette autonomie, elle est possible que quand ils sont sûrs du support affectif qu'il y a derrière. Tout à fait. Donc c'est pas c'est pas le chouchoutage ou l'autonomie. Ça peut être pas le chouchoutage, mais la certitude d'avoir ce support affectif, tu vois. Savoir côté là. Ça leur permet je pense, de grandir plus librement. Tout à fait. Excuse-moi. Non, au contraire. Est-ce que vous avez des moments dans la semaine où vous partagez des choses ensemble importantes, ou comment ça se passe? Ta semaine type, c'est quoi? Alors on a une petite routine familiale. Oui. Là, c'est pas père-enfant, c'est familial. Le samedi soir, on se regarde un film et on mange la pizza tous les 4. Voilà, ça c'est un truc par exemple. Le dimanche, souvent, on joue à des jeux de société. Okay. Bon, généralement, ça finit très mal. Ils se fight, les pions volent dans la pièce. Ah, ils sont comme ça. Ouais. Ils sont assez. De qui tiennent-ils? Tiens, c'est bizarre. Plutôt la maman ou le papa qui est comme ça? Un petit peu des deux, un petit cocktail explosif. Ah. Ils aiment pas perdre? Non, ils aiment pas perdre. Ils se cherchent pas mal l'un l'autre. Ils sont. Alors j'espère que c'est un âge, 6-9. On va voir comment ça évolue. Hein. C'est ça. C'est ça un des intérêts de la parentalité, de la paternité, c'est de voir évoluer les choses. Hein. Et là, pour l'instant, ils sont dans une phase assez conflictuelle. Donc, c'est quelque chose d'un peu lourd à gérer. Alors justement, comment tu gères? J'essaie de faire mon juge, mon roi Salomon, mais encore une fois, quand c'est possible, à distance, en leur expliquant que lui, il n'a pas bien agi, et qu'il doit aller dans sa chambre et fermer la porte, et l'autre, il peut aller goûter. Voilà. Donc c'est séparation. Mais globalement, séparation, ouais. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y en a des deux qui a un profil spécifique et qui a besoin absolument de cet espace, de cette réclusion quelquefois sensorielle et relationnelle. Donc il faut que je fasse attention à savoir les séparer quand il faut. D'accord, sinon ça peut... ça peut exploser, ça peut aller très loin. Très loin ouais. J'en ai un qui a saccagé sa chambre intégralement. Waouh, tout s'est joué de casse, tout pété. Ouais, les meubles, tout. Waouh. Et tu l'as laissé aller jusqu'au bout? Tu t'attendais pas à ce qu'il arrive jusque-là? J'ai essayé de le modérer, mais on a vu, ma femme était là aussi, on a discuté un peu, on s'est dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, et on l'a peut-être laissé aller un peu trop loin. D'accord. Il pratique un sport de combat, quelque chose pour de la natation pendant 5 heures? Alors il est grand comme un fil de fer, mais il a fait un petit peu de taekwondo. C'est peut-être pas mal de lui
qui continue alors peut-être, ou de la boxe, ou je sais pas. Il a besoin de décharger peut-être Ouais, une ouais, certaine ouais, ouais, ouais. agressivité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a besoin ouais, il a besoin d'un punching ball. Ouais. Alors, faut peut-être un punching ball à la maison. Faut pas que ce soit son frère. Ouais, non, ni son père. Hein. Ni son père, ni son frère, ni sa mère. C'est le plus important. Oui, tout à fait. Et sinon, au niveau de l'école, quel type d'école vous avez décidé de Alors, d'utiliser pour l'enfant? donc avant d'être ici, on a vécu longtemps au Cambodge où ils étaient dans une école française, où ils étudiaient en français et en anglais, parce qu'elle laissait peu de traces sur le petit, mais un petit peu sur le grand. Ensuite, on a été en Allemagne, où là, ils étaient dans une école bilingue français-allemand, une école française, AEFE. Et là, maintenant, on a visité beaucoup d'écoles à Rabat avant de s'installer, sachant que c'était important aussi, surtout pour le grand, qui a ce profil spécifique. Il est autiste. D'accord. Donc, il a vraiment des besoins particuliers en termes d'éducation. On a fait le tour des écoles et c'est lui qui a opté pour l'école américaine. Il a visité le campus, il a dit je veux être là. Donc voilà, on les a mis là tous les deux. Et il a trouvé ses marques. Ça y est, voilà, donc voilà, il est bien encadré pédagogiquement. Il n'a pas besoin de support. Alors après, ce genre de profil, il met beaucoup d'efforts à l'école pour que ça se passe bien. Et ça a tendance à exploser quand ils sortent de l'école. Donc oui, les parents se Ils prennent ont été un peu pris en charge vraiment beaucoup au niveau de l'école. Il y a une personne qui s'en occupe? Non. D'accord, donc il n'a pas d'AVS non. finalement. Donc c'est justement pourquoi ça lui demande beaucoup d'efforts de se concentrer, d'être discipliné à l'école. D'intégrer une classe sans aide particulière. Et bon, moins maintenant, mais précédemment, dans les structures précédentes, ça avait tendance à exploser. À l'école. Voilà. Après un effort de toute une journée. De concentration, d'être assis, tout ça, il n'a peut-être pas très envie d'être assis. Et c'était d'autant plus difficile ensuite de les mettre tous les deux. Oui. Alors que le grand avait ce besoin vraiment d'être dans sa bulle. Et qu'il y avait quelqu'un qui arrivait avec une petite épine qui essayait de faire péter la bulle. Aïe. Ouais, donc là, ça doit être complexe. Donc, ouais. Alors, toi, comme papa, si tes enfants ils te disaient comment tu es, ils diraient quoi de toi? Le grand, le petit diraient quoi de leur papa? Alors, j'interroge les enfants, je leur dis ton papa, il est comment? Ils sont encore à un âge, je pense, où ils ont, hamdoullah, une capacité à déceler les erreurs assez limitée, on va dire. Et je leur laisserai découvrir mes limites progressivement. Ils n'en sont pas encore là. Donc ça va, je pense qu'ils ont l'image classique que les enfants ont de leur papa, qui sait beaucoup de choses. Même si la plupart des réponses, des questions qu'ils me posent, je réponds je ne sais pas. Donc tu es du genre à dire je ne sais pas, tu n'es pas du genre. Oui. Mais voilà. C'est un truc qui m'a, je t'ai dit, je m'y suis mis vraiment sur le tard. Hein. J'ai eu mon premier enfant à 44. Et après des longues années d'hésitation avec mon épouse. Et un des trucs qui me bloquait, moi, outre tout ce qui peut être rapport avec mon père, je veux être indépendant, joueur de la vie, etc., c'était aussi le fait que j'avais peur de ne pas pouvoir répondre à leurs questions. Toutes leurs questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un arc-en-ciel? Pourquoi est-ce que... blablabla. Je me voyais avec embarras répondre systématiquement je ne sais pas. Ce qui est le cas maintenant, mais sans embarras. Donc tu dis je sais pas, c'est pas grave. Voilà, ouais, je sais, mais après je leur dis on peut les regarder sur internet. Oui, c'est vrai que maintenant on a cette praticité quand même extraordinaire de pouvoir répondre à leurs questions avec ça. Voilà, j'ai pas la réponse, mais j'ai la solution possible vers la réponse. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Parce que ça leur permet de chercher la réponse et puis après de moins de poser de questions peut-être. Ils iront directement sur internet, ils s'en mettront plus. Papa, il ne sait pas pourquoi il y a un arc-en-ciel, pourquoi le ciel est bleu, et pourquoi. Pas sur internet, on va regarder, on verra bien. Ouais. Alors, au niveau de tes enfants, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes une famille d'expatriés.
Parce que Ouais. j'ai compris, vous avez déjà Ouais, fait ouais. quelques pays avec eux. Euh, comment ils vivent le fait de changer d'univers à chaque fois, de pays, de langue? Tu m'as parlé de 4 langues, là, tout à l'heure. Ils savent quasiment parler Ouais, 4 langues, bah hein. là maintenant, ils sont remis pour l'aîné et mis pour le petit à l'anglais. Et ça rentre relativement bien, relativement rapidement. Bah sinon, ils parlent français et allemand. Ta femme est allemande. Donc voilà, Donc tu parles allemand avec ta c'est maman? une troisième langue en fait, l'anglais pour eux. D'accord. Voilà, alors la langue familiale, quand on est en format A4, c'est le Ouais. français. D'accord. Mais quand ils s'adressent à leur mère, l'échange est strictement en allemand. Ok, donc ils sont parfaitement bilingues Voilà, français-allemand. ouais, c'est ça. C'était un choix de votre part. Vous vous êtes dit, il faut absolument Oui, ouais. qu'ils apprennent ces Ouais, deux ouais, langues. ouais, absolument. Ouais. Ils arrivent bien à distinguer les deux, il n'y a pas de souci. Des fois, il y a des mélanges assez marrants. On s'était fait un best-of au début de leurs phrases marrantes. On m'avait dit, il y a des trucs vraiment rigolos où tu as vraiment un mot sur deux qui vient d'une langue dans la phrase. Donc, je me souviens, on descendait de chez nous dans la rue, à Phnom Penh, et il y avait des tuk-tuk qui passaient dans tous les sens. Et le grand, il a dit au petit, Antoine, Vorsicht, du wirst dich machen écraser. Oula. Tu vas te faire, mais tu vois, vraiment la En- structure française calquée sur l'allemand, Mhm. et puis écraser, je ne sais pas trop ce que c'était en allemand, donc je colle le mot français, tac. Mais c'est assez souvent des trucs comme ça. Ouais. Le petit maintenant, hein, le grand a dépassé cette Ça y est, il fait bien le difficulté. distinguo entre Ouais, les deux, il n'y a pas ouais, de souci. ouais. Et tu leur as rajouté l'anglais maintenant avec l'école Bah, là, américaine. ouais, c'était pas vraiment prévu, mais ça s'est trouvé, quoi. Le choix du grand a fait qu'on s'est dit, bon, finalement, c'est pas mal. Ouais. Pédagogiquement, on va essayer, et puis au moins, il y aura l'apport linguistique, enfin, quel que soit le résultat de la pédagogie. Mhm. Voilà. Après, effectivement, le fait d'avoir une troisième langue, surtout pour le petit, Ça, c'est évident, hein. c'est plus dangereux. Ouais, il y a un gloubi-boulga linguistique qui sort de Ça va être un ça, peu complexe. mais bon, qui se démêlera progressivement. Hein. C'est une question de temps. Mhm. Alors, quel est ton plus beau souvenir de papa? Ou tes plus beaux souvenirs de papa? Tu as le droit à plusieurs, hein. Bon, alors la réponse cliché, la réponse bateau, quand les gamins disent que à chaque fois que le gamin te regarde dans les yeux en disant papa je t'aime, bon, c'est un beau souvenir, mais C'est bon. j'imagine que pour une interview t'attends plus que ça. Oui, je veux que tu ailles jusqu'au bout et que tu me dises vraiment ton plus beau souvenir de papa. Bah, écoute, moi j'aime bien, j'ai cette habitude de me balader avec mes gosses, tu vois, quand Sabine est pas là, des fois je reste avec eux pendant une semaine, 2 semaines, voire plus. J'aime bien les foutre derrière le 4x4 et partir en brousse comme ça, et on va sans toujours vraiment un objectif, et on va se découvrir une forêt, une petite montagne, je sais pas, un temple en haut de la montagne. Donc un week-end comme ça, Et vous partez tous les trois. voilà, ouais. Et c'est un peu dans ce format-là que j'ai mes bons souvenirs. Mhm. Alors, un en particulier, la toute première fois que j'ai fait ça, mon fils aîné avait 3 ans, je crois, parce que Sabine attendait le petit. Et donc, elle était. On était en format séparé à cause de la grossesse. Et j'étais parti dans les Alpes avec mon fils aîné qui avait 3 ans. Et on s'est fait une balade, on a été jusqu'au bout de la piste, jusqu'où on ne pouvait plus aller en voiture, et puis on a commencé à marcher jusqu'à un glacier. Et j'ai toujours des photos de lui avec sa casquette en arrière et ses lunettes de soleil. Il avait 3 ans et il marchait pas mal déjà. Énergique. Et ouais, c'était un beau souvenir. Et puis après, quand on était au Cambodge, on a été au Cambodge durant les années Covid. Et j'ai des souvenirs de mes 2 petits loups là, en train de trotter sur l'esplanade centrale qui mène au temple d'Angkor Wat. Mhm. Personne, pas un touriste. Ah, c'est magnifique. Alors ça, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Bon moment, ça, effectivement. Ouais. Alors, tu me disais que ta femme était souvent en voyage d'affaires, elle travaille beaucoup.
Comment vous gérez l'absence de la maman? Est-ce que vous faites des zooms? Est-ce que Ouais, vous parlez tous les jours? Ou comment vous ouais. faites? Ouais, bah, c'est elle qui appelle parce qu'elle elle doit trouver des créneaux où elle est dispo. Donc, généralement, le soir, à l'heure de l'apéro, À bonne heure. quand elle sait qu'elle va nous retrouver devant un petit verre sur cette table-là, elle appelle et puis après, elle parle aux enfants individuellement, on discute collectivement pour faire un petit peu le point. Après, tu me demandes comment je gère moi. Oui. Moi, ça va parce que je leur parle de leur mère comme si elle était là. Donc, tu vois, il n'y a pas de. Il y a pas cette espèce de rupture on-off. Là. Il y a le flow affectif, si je peux dire, continue pendant l'absence. Mais après, je sais que Sabine, elle aimerait être plus présente et que ces déplacements répétitifs comme ça, réguliers, ça la pèse parfois de ne pas être plus présente dans l'éducation de ses enfants. Donc, elle t'a un peu délégué cette partie-là. Oui, Elle mais te fait sachant confiance. qu'on a nos différences et que ça lui pèse un petit peu en termes d'évaluation du risque, par exemple. D'accord. Vous avez pas le même? Pas du tout, non. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué progressivement. Elle a de plus en plus tendance à vouloir minimiser les risques. Alors que moi, j'ai une appréciation assez lâche du danger, du risque. Enfin, je me dis qu'il faut qu'ils se collent au truc, quoi. D'accord. Donc, je vais pas leur dire de descendre d'un mur là où je considère qu'ils peuvent au maximum se casser une jambe, mais pas plus. Alors que ta femme aurait dit Voilà, descends, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là. Et après, il y a des aspects éducatifs qui peuvent nous différencier. Hein. Je pense que c'est le cas de la plupart des couples. Hein. On approfondit notre relation par rapport à nos réactions éducatives à chaud en situation. Donc on se rend compte que là, par exemple, on va plutôt être pour réorienter les gamins vers un respect de l'autorité, alors que l'autre va plutôt être dans les encourager dans le non-respect de la règle, des choses comme ça. Donc c'est un peu ça nous amène à nous poser des questions vraiment, à discuter sur notre perception à nous des choses aussi. Sachant que par exemple, dans notre cas, hein, c'est peut-être un peu le cliché du couple franco-allemand, ma femme va plutôt vouloir plutôt les orienter vers un certain conformisme social, alors que moi je vais leur mettre une grosse bourrade du côté de l'anticonformisme et du challenger la règle d'une manière quasi systématique. Ce qui est, je pense, enrichissant, mais ce qui est très fatigant, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Oui, j'imagine. Donc je prends dans la gueule ce que je sème. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, celui qui sème le vent récolte la tempête, hein, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu sèmes le vent de temps en voilà. temps. Puis ça te revient un peu dans le... Absolument. Alors je pense que ce sera encore bien pire quand ils atteindront l'adolescence. Ouais. Où tout ce que je leur ai dit sur n'accepte pas la règle si tu n'as pas n'accepte pas systématiquement la règle, juge-la à l'aune de tes valeurs. Je trouve ça bien. Ouais, ça va certainement me revenir encore plus sévèrement dans la gueule quand ils vont grandir. Ah, ils auront la personnalité, ils savent ce qu'ils veulent pas. C'est pas bien les bonnes oui non plus. Enfin bon, il faut déjà leur donner les bases et puis savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que de toute façon, on va devoir faire plusieurs choix des fois dans leur vie. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient. Après, tout le monde n'a pas forcément. On partage globalement, je pense, la plupart des parents partagent certaines valeurs. Il n'y a pas la même hiérarchie des valeurs, mais
Ce qu'il faut, c'est avoir bétonné quelques valeurs Ensemble, clés. valider ensemble. Pour nous, ça va être, je sais pas, l'honnêteté, par exemple, la droiture, le pragmatisme aussi, des choses comme ça qu'on essaye vraiment, enfin, d'inculquer tous les deux, enfants à l'unisson, Sabine et moi, on veut leur inculquer comme base de leur chemin dans la vie. pour plus tard. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a changé d'être papa pour toi? Ah bah tout, hein, c'est... C'est une révolution, hein, Ah bah vraiment. Non, mais je l'attendais comme ça. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps à sauter le pas. Tu savais que ça allait être comme ça. Oui, On te l'avait dit, je savais. Ou il y a la clause des papas qui signent, non, je dirais pas aux autres comment ça va se passer, on sait jamais s'ils veulent pas en faire. Bah, franchement, je vais pas dire la paternité c'est facile, la paternité c'est pour tout le monde. C'est un choix crucial dans la vie. Pour moi, il y a eu une vie avant la paternité et une vie après. Hein. Beaucoup plus que le fait d'être en couple ou non. Parce que c'est quelque chose de réversible. Le couple, voilà, à moins d'avoir des convictions religieuses sur le caractère sacré et immortel du mariage, ce qu'on n'a pas. Le couple, c'est quelque chose de réversible. La paternité, la parentalité, c'est quelque chose de définitif. Donc, pour moi, clairement, il y a eu une vie avant et une vie après. Il faut bien profiter avant pour pouvoir être un petit peu plus Voilà, ouais, après. c'est pour ça que moi qui ai un profil très hédoniste, j'ai voulu vraiment m'éclater avant. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à 44, je crois. Et ensuite, la question s'est posée vraiment progressivement. Hein. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, allez, on met le couvert. On s'est longtemps posé la question et on a fini par se dire, maintenant on est prêt. Je ne sais pas si l'adjectif mûr, surtout en ce qui me concerne, conviendrait, mais non, parce que en ce qui concerne la maturité, je pense que c'est les parents et les enfants s'accompagnent mutuellement dans la maturation. Je pense, bien sûr, on aide les enfants à grandir, à mûrir, mais c'est aussi les enfants qui nous aident à mûrir. Surtout quand on ne l'est pas beaucoup. Tu estimes que... moi, je n'ai jamais couru après la maturité. J'ai toujours traîné un peu les cas de fer pour mûrir, on va dire. J'ai beaucoup aimé une vie légère, insouciante. Et c'est pour ça que je me posais vraiment la question de ce que ça allait donner avec des enfants. Apprécier de vivre sans planifier, sans se projeter. C'est possible, hein, mais c'est plus difficile. Quand on devient parent, on a tendance à la fois peut-être par contrainte d'un certain schéma social qui vous contamine, ou alors pour faciliter les choses tout simplement, à vouloir planifier, à vouloir organiser tout. Et moi je sais que c'est quelque chose qui ne pouvait pas me convenir. Donc là encore c'est plus difficile, c'est un peu comme challenge la règle. C'est plus difficile de vivre, de continuer à vivre dans cette improvisation avec des enfants que finalement de fixer des règles, ce qui est beaucoup plus simple. Alors comment ça s'est passé pour la naissance de ton premier, la naissance de ton deuxième comment se sont passées l'annonce de ta femme quand elle t'a dit que tu allais être papa? Comment tu as réagi pour le premier? C'était quelque chose de très... là, pour le coup, là, c'était planifié. Ah, d'accord. Vous saviez à quel moment... Là, on a rien laissé au hasard. Donc, on savait... on savait que là, on avait un bon créneau. Le
Le premier, on était en Inde, à Delhi, et globalement, on savait que c'était c'était un moment qui nous convenait. Tu étais prêt à l'accueillir, prêt à le recevoir à ce moment-là. On était en plus amoureux de l'Inde et on voulait avoir un petit Indien, un petit qui aurait passé sa première année ou ses premières années dans ce pays. Donc on était au taquet. Donc il est né en Inde. Il est né en Inde, ouais. Dans un hôpital indien. Comment ça s'est passé dans un des grands hôpitaux de Delhi. De Delhi, ouais. Est-ce qu'ils ont des coutumes particulières avec les enfants? Est-ce qu'ils font différemment de ce que tu fais en France Après, il y a l'interdiction d'annoncer le sexe de l'enfant avant la naissance. Ça, je ne connais pas. Tu peux m'expliquer? En Inde, c'est absolument interdit pour un gynéco d'annoncer le sexe de l'enfant. Tu es radié, c'est une faute professionnelle majeure. Ah oui, et pourquoi? Tu es radié parce qu'il y a malheureusement une sorte il y a un risque d'infanticide des filles. D'accord. Parce que traditionnellement dans la société indienne, surtout rurale, on attend des garçons pour différentes raisons, pour travailler, mais aussi beaucoup parce que il y a la dot. La fille, elle va quitter sa famille, oui. Et en plus, on doit donner de l'argent. Donc ça se fait toujours là-bas. Ouais. D'accord. Donc, pour cette raison, c'est absolument interdit de. Je ne savais pas que dans les hôpitaux, il n'y avait pas le droit les gynécos n'avaient pas le droit de donner le sexe de l'enfant avant, effectivement. Alors, comme on avait un gynéco qui était indien, qui était très occidentalisé, et qui était très sympa, avec qui on s'entendait vraiment très très bien. On a trouvé un moyen de le savoir sans qu'il brise les codes de la profession. Il nous a dit, alors, vous avez déjà pensé au prénom? Mais on lui a dit oui. Alors on avait, je ne sais pas pourquoi, on était certain que ça allait être une fille. On avait décidé que ce serait une fille. Voilà. Le premier, ce serait une fille. Voilà. D'accord. On avait décidé d'en avoir qu'un. D'accord. On était sûr à 100% qu'on n'aurait qu'un seul enfant que ce serait une fille. Et que ce serait une fille. Voilà. Oui. Donc on lui a dit, elle va s'appeler Anaïs. Le gars nous a regardé. Vous devriez peut-être chercher un autre prénom. D'accord. Et là, voilà. Là, on a compris que c'était plus Anaïs. Et que c'est Maxime. C'est Maxime. Alors. C'est Maxime le premier, effectivement. Ouais. Et pour le deuxième, alors? Alors le deuxième, il est né. Il est né pendant qu'on était au Cambodge, mais il est né à Paris. Sabine a préféré, et elle a eu bien raison, parce que au Cambodge, c'est plus difficile de s'assurer de la compétence humaine comparativement à l'Inde. Donc on n'a pas voulu prendre de risques, clairement. Et on a eu raison parce que c'était une naissance très compliquée. Donc voilà, il a gagné sa vie à être né à Paris. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en siège et il avait le cordon enroulé autour du cou. Ouais. D'accord. Et voilà. Okay. Et on avait choisi de ne pas faire de césarienne. D'accord. Donc, il fallait lui faire ma femme avait choisi. Voilà. Donc il a fallu qu'il sorte sans s'étrangler. D'accord. Tu as assisté aux 2 accouchements? Tu étais là? Alors j'ai assisté au premier. Ouais. Voilà. Avec elle, tu étais là-bas, c'est ça, comme dans les films. Ouais. Par contre, le deuxième, comme c'était un accouchement très, très chaud, on est passé au bord de la catastrophe. Là, c'était en bloc opératoire. D'accord. Donc là, le conjoint n'avait pas accès. D'accord. Ça t'a ennuyé de ne pas pouvoir être là, ou comment tu as ressenti les choses? Non, effectivement, c'était pas la même intensité, mais c'est de toute manière, pour moi, enfin, ça aurait pas été la même intensité parce que c'était la deuxième fois. Oui. Et la première fois, c'est vraiment, c'est là où ça bouleverse ta vie. Tu vois, c'est bon. J'aurais que 2 enfants dans ma vie, mais si j'en avais 10, il y aurait toujours eu la première vie jusqu'au premier enfant, et puis ensuite la deuxième vie. Tu vois, c'est quand même le moment. Pour moi, le moment crucial, ça a été l'arrivée du premier. De vie, quoi,
T'as coupé le cordon pour le premier? Non. Ah, vous n'avez pas le droit de couper le cordon là-bas? Je sais pas. Non, c'est interdit de couper le cordon. J'avoue que je ne savais même pas si c'était une tradition ou pas. Je ne m'étais pas vraiment renseigné là-dessus. Après, on m'a parlé de ça et je dis ah oui. Okay. T'étais dans quel état quand ça s'est passé, la naissance, tout ça? Ouais, j'étais vraiment très ému, surtout que bon là encore c'est un enfant qui revenait de loin. Ma femme a passé plusieurs mois allongée. Alité à la maison. Ouais, allongée avant parce qu'elle avait eu des contractions très très tôt. D'accord. Les médecins lui avaient dit que le petit avait à peu près 20% de chance d'arriver à terme. Wow. Ce qui était. Faut pas les écouter, quoi, toujours. Donc, ça a impliqué, ça a bouleversé beaucoup, mais ça a impliqué une rigueur, une discipline de fin de grossesse qui a permis finalement au gamin d'attendre son heure. Oui. Il est quand même arrivé 2 mois trop tôt. Ah oui. Donc il est resté en couveuse. Crevette. Vraiment toute petite. Le truc que posent les mamans, tu sais. Et toi, ton fils, il pesait combien à la naissance? Je crois que c'était moins de 2 kilos, mais je suis pas sûr. Je comprends, moi j'en ai 3, je sais pas combien il pesait non plus. Non. T'inquiète pas, t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça change. Je sais qu'il pesait plus que moi quand je suis né. Ah oui. Parce que moi, je pesais 1,7 kg, je crois, et j'étais vraiment. Crevette, toi aussi, donc, mais oui, tout ça pour dire que c'était un moment d'autant plus fort qu'il y avait eu cette tension avant de savoir qu'on risquait la correctionnelle à tout moment. Pour le deuxième, c'est une grossesse un petit peu plus. C'est une grossesse très traditionnelle. très épanouie, on va dire, mais avec toujours l'interrogation. Bon, alors gamin, tu vas décider à te retourner? Non. Ouais. Bon, tu vas sortir quand même, mais. Vous avez décidé de rester comme ça. Ouais. Très bien. Alors, en tant que parent, comment vous vivez votre vie avec vos enfants, et puis quels sont les moments forts que vous avez envie de leur partager? Qu'est-ce que vous voulez leur partager de votre enfance à vous? Ta femme, elle est allemande, toi, t'es français. Quels sont les moments culturels, parce qu'ils sont dans un autre pays, encore ici? Vous allez souvent en Allemagne, vous allez souvent en France? En termes de... C'est ta question, en termes de construction d'une identité culturelle. Voilà, oui, j'ai un peu de mal à rester comme ça. Oui. C'est effectivement, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Là, encore une fois, il y a peu de choses qu'on impose vraiment. On leur dit pas t'es allemand, t'es français. On a été obligé de leur expliquer un peu, parce que le fait qu'ils aient grandi, on est resté 6 ans au Cambodge. Donc le grand, même s'il est né en Inde, il a passé l'essentiel de sa vie au Cambodge. Et pour lui, quand on lui expliquait qu'un jour on partirait, qu'on irait vivre ailleurs, il ne comprenait pas. Il se sentait cambodgien, non pas par mimétisme avec les petits garçons qu'il rencontrait autour de lui dans la rue, parce qu'il était dans une école internationale où la plupart des enfants étaient soit européens, soit américains, soit Asie du Nord. Mais il pensait qu'il belong here. Que le Cambodge c'était son pays. Donc il fallait qu'on lui explique que non, que maman était allemande, papa français, et que donc on était temporairement au Cambodge, mais ensuite on serait ailleurs. Et le petit, même s'il est né à Paris, il a complètement grandi au Cambodge. Dans ses 3 premières années. Donc, pour lui, pareil, c'était une sorte de cocon culturel évident. Donc, comment est-ce qu'on leur a expliqué? J'ai remarqué à vivre avec une Allemande qu'il y a un bagage culturel plus traditionnel, plus fort côté allemand. Ça dépend des familles, des régions, etc. Mais Noël, des fêtes comme, je sais pas, la Saint-Nicolas,
différents moments dans l'année, le carnaval, tout ça. Mhm. C'est des traditions culturelles qui sont transmises de manière plus forte. Moi, côté français, c'est surtout je dirais peut-être un esprit que je leur transmets. C'est quoi l'esprit français alors? Donne-moi l'esprit français, c'est quoi? Je dirais. Tu leur fais écouter des belles musiques de chez nous? Non, Non? pas du tout. Non, s'il y a un truc Tu qui n'écoutes pas de passe. chansons françaises chez toi? Très peu, Un un petit peu. peu d'Arthur H de Gainsbourg, mais globalement ils ont mijoté dans le bouillon du rock anglo-saxon depuis qu'ils sont petits. Mais non, je dirais plutôt une manière de vivre, de pas voir, d'essayer de sortir un petit peu de la rigueur, de la rigueur matérialiste, d'essayer de se positionner à contre-courant d'un certain nombre de tendances sociales. Le respect des règles, par exemple. Voilà, très important le respect des règles. Revenons-y. Moi, je suis très respect des règles. Un peu trop presque des fois. Ouais. Non, je te crois pas. Je suis un peu psychorigide. Tu ne me connais pas encore très bien, mais je suis assez psychorigide quand même. Avec mes enfants, je suis assez psychorigide. Et c'est vrai que c'est c'est-à-dire, papa, il obéit pas aux règles, mais les enfants, ils obéissent. Non, je fais les règles, moi. Moi, je fais les règles. Voilà, les enfants obéissent aux règles, c'est tout. Voilà. C'est tout ça, pour moi. Tu te définis donc comme la source de la règle et tu respectes la règle. Je suis la règle. Après, oui, effectivement, il faut respecter les règles comme c'est donné. Pas de téléphone à table, par exemple. Ça, c'est un truc très important. Alors, ça fait. Alors, comment tu gères les tablettes, les téléphones et tout ça? Parce que tes enfants commencent à en avoir. Ouais. Alors, mon fils, il vient d'hériter de mon vieux Mac. Oui. Dont, en fait, il a besoin pour l'école. Oui, je suis vraiment impressionné. Il est en grade 4, donc c'est en CM1. Oui. Et en CM1, ils font des PowerPoint. Ouais, c'est vraiment. C'est fort, déjà. Ouais. Ils sont balèzes. Donc il a besoin, et c'est ça sa justification, c'est un malin, c'est un vieux filou, sa justification de passer du temps sur les écrans, c'est bien sûr comme pour le travail, pour l'école. Ouais, c'est ça. Pour l'école. Et tu l'as déjà regardé, qui ne regardait pas des trucs d'école et qui a gardé oui, alors effectivement, on a la vérification parentale quand même. Oui. On essaie de mettre une limite. La question pour le petit se pose pas encore, mais je pense que lui, il faudra beaucoup plus le checker parce que le grand Maxime, il a une certaine autodiscipline qui m'impressionne beaucoup. On lui avait donné un téléphone portable il y a quelques mois. Moi, je trouvais que c'était un peu tôt, mais Sabine me disait, tu sais, comme Camille, il a un profil particulier, il peut faire des crises pour des raisons, je sais pas, sensorielles, d'environnement, etc. Et puis, comme ça, des fois, on pourra partir un peu, on pourra le laisser tout seul à la maison s'il a un téléphone portable. Je dis OK. Et il est tombé dedans. Il s'est fait bouffer par son téléphone portable. Aïe. Je le voyais tout le temps en train de faire des jeux. Donc, je lui ai dit, écoute, Maxime, tu vois, tu t'es fait piéger. Elle me dit, oui, c'est vrai. Donc, je pense que le mieux, c'est que je te le reprenne. Elle me dit, ouais. Mais ça s'est passé sans problème. Il m'a donné le téléphone, il a parfaitement compris qu'il était tombé dans un piège et que voilà. Donc c'est un gamin qui est assez qui a pas mal de recul et qui est raisonnable. Après le petit, je pense qu'il faudra trouver des stratégies différentes. J'y ai pas encore réfléchi parce que tu sais, je suis incapable de me projeter. Donc, toi aussi, comme c'est bizarre. Donc, quand je rencontre le problème, j'essaie de trouver une solution. Ouais, c'est quand on a le problème qu'on trouve la solution souvent. J'anticipe pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton grand un petit peu quels sont ses... Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble et comment ça s'est passé? Il y a eu une phase difficile quand il avait 4-5 ans, non, plutôt 4 ans à peu près, où ses symptômes autistiques se sont vraiment développés.
avec des refus systématiques de plein de choses, que ce soit alimentaires, vestimentaires, sonores, des sortes de phobies liées à des éléments sensoriels, qui faisaient qu'il avait de plus en plus de crises. Et donc on se demandait ce qui se passait, quoi. Et bon, en fait, finalement, le diagnostic aussi autistique, moi, en tout cas, m'a vraiment soulagé, parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à résoudre. Ça me donnait vraiment un chemin pour trouver des solutions. Et depuis, les choses se sont nettement améliorées pour lui et pour nous, progressivement. Je ne sais pas comment répondre à ta question. Il a besoin de routine, il a besoin de... Comment toi tu peux l'aider en tant que papa? Il a besoin, effectivement, on dit souvent que ce genre de profil a besoin de routine. Donc moi, ça m'a obligé à me fouetter un peu le dos pour créer pour pas être trop dans le flottement et dans l'improvisation, et pour créer des petites routines. Ouais, effectivement, ça a été... Ça l'équilibre, il aime bien cette façon que tu as de... C'est quoi les routines? Qu'est-ce que vous faites comme routine? Par exemple, de lire un livre ensemble en fin d'après-midi ou en début de soirée. Le goûter, aller chez notre pâtissier préféré qui est à 1 minute à pied, là, pour aller chercher un gâteau pour le goûter. C'est le film du samedi soir. C'est un certain nombre de choses comme ça. Et il est demandeur, ou c'est toi qui lui dis on va faire ça, ou il sait qu'on est samedi soir et c'est le film? Alors il a besoin de repères, parce qu'il en a longtemps manqué. Il a longtemps eu des difficultés, des grosses difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace. D'accord. Et donc ces routines, ça lui a permis justement de se repérer. Et il a toujours des questions, quel jour on est, tu sais bien quel jour on est, mais il a toujours ce genre de questions qui lui reviennent, mais justement ça lui permet le fait de ah oui, on est samedi, donc on regarde un film ce soir. Ça lui permet de se repérer. Ça, c'est important effectivement pour lui de savoir quel jour on est, qu'est-ce qui va se passer. Il y a maintenant, par exemple, là, il y a l'escalade, le mur d'escalade du parc Hassan II, il est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Donc il sait qu'il aujourd'hui on est lundi, donc il y a l'escalade ce soir. D'accord. Alors et ton deuxième alors, parce que c'est... Donc le deuxième, vous aviez décidé d'avoir un deuxième. Oui, c'est une décision qui est... Alors c'est une décision qui est venue d'une manière à la fois moins évidente et un peu moins clairement, on va dire. Mais voilà, finalement, on s'est dit qu'effectivement, oui, il y avait beaucoup de ça. Pour le premier, c'est important de ne pas être fils unique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris, parce que personnellement, je viens d'une fratrie de 5, mais il y en a eu 4, et longtemps après, moi. Donc j'ai été un peu, à part le week-end où mes frères et sœurs rentraient d'internat, mais sinon j'étais seul à la maison, et je savais ce que c'était que de s'emmerder ferme quand on est fils unique. T'attendais le week-end avec impatience? Oui, vraiment. Donc là tu t'es dit on va... Donc je comprenais tout à fait cet argument que il fallait pas le laisser tout seul. Après, du fait de ses besoins d'isolement, on a choisi ça sans savoir, sans connaître son profil. Et clairement, le fait d'avoir un petit frère, c'est à la fois une thérapie, mais une thérapie dans la douleur. Oui, ça doit pas être évident lui, pour lui toujours. Donc voilà, il y a... Surtout qu'il a été quelques années tout seul en plus. Oui. Donc, Après, vous avez décidé de faire un petit frère. Voilà, ouais.
Alors, parle-nous de ton deuxième, là. Comment il est, le deuxième? Lui, il déborde d'énergie. Ouais, c'est bien. Je préfère, moi, les moments où déborde d'énergie. Voilà, il retourne à la maison. Il est globalement... c'est un enfant, c'est pas un enfant facile, parce qu'il a un caractère très fort, très affirmé. Il fait des crises de colère assez fréquemment pour des broutilles. Ah, ouais. Mais il est aussi, il déborde d'énergie et il change rapidement D'humeur. il passe des rires aux larmes, assez rapidement. Ça va Ce pour qui gérer est ça, déstabilisant, pour moi, ça me déstabilise beaucoup. Ce changement d'humeur, c'est comme tu vois, les bébés, pour moi, ça part du rire aux larmes en 2 secondes. Voilà, ça te fait un grand sourire, puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe, tu maîtrises rien. Et pour moi, c'est ça vraiment. Enfin, j'avais anticipé en me projetant dans une paternité, surtout que quand je savais qu'elle allait venir, je me disais, mais comment est-ce que je vais avoir la force et la patience de gérer ce changement perpétuel, cette impossibilité de jauger l'ambiance et de la contrôler. Alors lui, le deuxième, il continue un petit peu il joue les prolongations dans ces changements d'humeur là. Ouais. Ce qui est un petit peu déstabilisant, mais ce qui est sympa dans ce genre de profil, c'est que tu sais que quand il y a une crise, ça va pas durer très longtemps. D'accord. Tu vois, il se roule par terre et puis tu dis, oh regarde l'oiseau dans l'arbre. Ah ouais, regarde l'oiseau dans l'arbre. Tu arrives à chanter le problème. Mais ouais, c'est ce. Il faut trouver autre chose. J'y travaille, voilà. C'est ton objectif, c'est de trouver le truc qui va faire, qui va décrocher la colère. Une des clés de fonctionnement. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux papas et aux futurs papas, toi en tant que papa? Tu t'attendais pas à celle-là? Ah non. Je l'ai pas noté. Oh là 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 là. Ah, je suis dur avec toi. Je suis pas sympa. Je suis dur avec toi. Je te l'ai pas mis dans les 70 questions que je t'ai données. En tant que... Ouais, en tant que papa d'aujourd'hui, parce que c'est pas pareil que les papas d'hier. Hein. Ouais. Alors effectivement, on pourrait passer une interview à parler de qu'est-ce que c'est être papa aujourd'hui, etc. Un conseil. Moi je dirais, enfin, pour moi, la relation parent-enfant, c'est la distance dans la bienveillance. Tu vois. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se projeter dans son enfant, de vouloir modeler sa personnalité ou son parcours de vie, mais tout en n'ayant pas honte de se présenter comme modèle potentiel, évident. Tu vois, ce qu'on est, je vote pour machin, j'écoute cette musique-là, et pour moi, cette musique-là, c'est de la dope de supermarché, regarde comme il est habillé comme un plouc. Tu vois, c'est... Ouais, tu donnes ton point de vue. Tu vois, voilà, mais sans vouloir imposer tes goûts. D'accord. Tu vois, donc soyez un roc affectif, soyez une base affective indéfectible, sur laquelle les enfants peuvent se construire. Soyez un guide dans les valeurs que vous jugez vraiment importantes. Et éventuellement, en troisième niveau, soyez un transmetteur de bagages culturels. Mais ouais, je dirais, pour moi, les maîtres mots, c'est la distance et la bienveillance. C'est comme ça que j'ai essayé d'évoluer, moi, par rapport à mes parents, avec qui je n'avais pas un très bon rapport. Et j'espère que c'est comme ça que mes enfants, avec un petit peu moins de distance et un petit peu plus de bienveillance, que mes enfants évolueront par rapport à moi. Un grand merci, Pierre. Merci à toi. Merci pour tout. Merci.